Bonsoir les graphes, on se retrouve donc comme chaque week-end pour faire un petit point. Je pense que c'est un petit peu nécessaire, mais globalement l'idée reste la même. On ne joue pas au héros, hein. C'était l'idée à retenir de vendredi dernier. On ne sait pas, il y a Omicron qui est là, ok, le Covid qui est revenu, mais ce qu'on avait dit c'est que ok, dans un premier temps on joue un petit peu les bonnes affaires et l'expérience de ce qu'on avait eu sur le Covid, c'est-à-dire on achète de la tech, on achète des valeurs Covid très rapidement. On a Powell qui a parlé également, qui nous a remis un petit coup de tapering. Il a changé en disant ouais, transitoire, on va changer le mot, c'était pas bon. Ce qu'il faut se rappeler de toute façon, c'est que l'inflation transitoire sur les matières premières, c'est très probablement le cas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le mot était mal choisi, tout simplement parce que transitoire pour la plupart des gens, c'est un petit peu court terme. Sauf que là, on est sur de la transition qui peut durer encore une année facilement, voire potentiellement plus parce que le Covid est toujours là, les aides gouvernementales sont toujours là, les plans de structure, etc., ok, tout a été voté, mais il faut encore que ça soit dépensé. Donc on a quand même beaucoup encore d'éléments qui sont là et qui peuvent créer de l'inflation réelle dans le marché. On rappellera également que les poches du consommateur, même s'il consomme énormément, sont toujours pleines, les niveaux d'épargne sont assez élevés. Alors bien entendu, c'est toujours pareil, c'est un effet Pareto, c'est-à-dire que vous avez la majorité de la population qui a du mal à joindre les deux bouts, mais vous avez une partie minoritaire de la population qui a le plus gros de l'épargne et qui est le plus gros du consommateur. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on est dans l'incertitude au niveau du Covid. Il ne faut pas se leurrer, hein, la vague actuelle du Covid, c'est une vague du Covid Delta. Omicron, on en sait encore très peu, mais apparemment, il serait moins dangereux que ce que l'on croit. Mais il est contagieux. Ce qui finalement est pas si mauvais, hein, c'est ce que j'avais écrit dans une de mes chroniques en début de semaine, c'est l'idée de se dire si c'est pas trop mauvais et qu'il est contagieux, à la limite, on le laisse un petit peu dans la population et c'est ce qui peut créer une immunité collective. Bon, tout ça évidemment c'est à plus long terme. Mais avant que Omicron devienne majoritaire, il faudra certainement 2 3 mois. Pour l'instant, la vague actuelle, c'est vraiment une vague Delta. Et on aura potentiellement de nouvelles mesures lundi. Je ne crois pas qu'on va reconfiner. Évidemment, si on reconfine, hein, c'est clair et net qu'il faut oublier les valeurs cycliques, les valeurs value, alors que ce qu'on a considéré cette semaine, justement, c'est un désengagement des valeurs de croissance. Alors, c'est pas tout blanc ou tout noir, bien entendu, c'est-à-dire qu'on a des ventes de position, et le cash est quand même venu surtout sur des titres qui sont certes baissiers hein, dans leur graphique, bien entendu, mais qui sont quand même considérés comme value et qui ont un socle, on va dire, fondamental, défensif, avec du dividende, avec du tangible. Et on a vu sur cette fin de semaine, potentiellement que ça volera en éclats dès la semaine prochaine, bien entendu, mais on a vu cette semaine qu'il y avait une certaine résilience de ces valeurs value. Donc, les configurations graphiques ne sont pas tip-top, mais on sent que ce sont ces valeurs-là qui ont été beaucoup plus défensives, alors que sur les valeurs de croissance, les valeurs Covid, on a pris des profits. Une des idées qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'en gros, on se retrouve avec le Covid, on se retrouve avec le tapering des banques centrales. Je continue de penser pour moi que le tapering des banques centrales, oui, en effet, on réduit un petit peu l'accommodation, mais on reste quand même dans une politique de crédit, dans une politique de vannes qui sont quand même un petit peu moins ouvertes, mais toujours très ouvertes, donc dans une politique accommodante. Donc, c'est-à-dire que même si on remonte les taux, même si on réduit les rachats d'actifs, ça va se faire de manière graduelle. Certes, ils ont parlé d'accélérer le calendrier, mais ça reste quand même dans des proportions qui en termes de valeur reste importante, bien entendu, mais en termes de ce qu'on a pu connaître il y a 15 ans, en termes de ce qu'on a pu connaître il y a 20 ans, lorsqu'on remontait les taux, et puis même à plus courte échéance en 2018 par exemple. D'ailleurs, on avait vu que dès qu'on avait remonté les taux trop forts, tout de suite le marché avait mis la pression. Donc évidemment, il ne faut pas oublier que le marché boursier actuellement et le marché immobilier, même si les politiques en effet n'ont pas envie que ça rentre trop en surchauffe, c'est quand même aujourd'hui là où vous avez du patrimoine. Et donc ce patrimoine,
c'est de la richesse, que ce soit en termes de taxes, c'est de la richesse en termes d'héritage et en termes de circulation plus tard éventuelle de la monnaie. Donc on n'est pas dans une volonté non plus d'assassiner, entre guillemets, le rentier, même s'il se fait assassiner par l'inflation. Donc du coup, on continue de gonfler quelque part, parce qu'il n'y a pas d'alternative, les actions. Ce que l'on voit, c'est qu'on a plus une sélection, on va chercher un peu plus de défensif et on fait attention aux valeurs de croissance. Mon idée sur cela, c'est que ce bouquet final, entre guillemets, que l'on avait vécu, ce rallye d'hiver qu'on avait vécu en avance de phase, c'est fait essentiellement par du crédit, par des positions en levier. Et ce que l'on a actuellement, donc j'avais regardé justement les prix de revient, c'est ce que j'ai mis dans ma chronique aujourd'hui, j'avais regardé les prix de revient de ce qu'avaient rentré les hedge funds dernièrement. Donc déjà, ils avaient rentré des valeurs un peu plus value, mode sécurité, mais ils continuaient de rentrer des valeurs qui se payent aujourd'hui quasiment 20 fois le chiffre d'affaires, etc., sans profit. Donc en gros, on est allé essayer d'aller chercher de la surperformance rapidement avec du levier, etc. La problématique, c'est que dès que vous avez des prix de revient qui sont assez élevés, il suffit que le marché baisse d'un petit peu pour que tout de suite vous ayez un appel de marge. Avec la politique également des banques centrales, on a vu le spread des crédits se tendre un petit peu. Donc tout de suite, on a des appels de marge qui se font, on a des facilités de crédit qui sont moindres, des appels de marge qui peuvent rentrer en ligne de compte plus rapidement. Et donc ce qu'il faut bien rapprocher, c'est que le marché, oui, c'est une question de profit des sociétés, mais c'est surtout une question de flux. Et donc, il faut prendre en ligne de compte également qu'à un moment donné, vous allez avoir, et c'est ce que je pense qu'on commence à voir sur les valeurs de croissance, vous avez eu cet effet momentum, c'était ce que j'essayais de vous dire depuis plusieurs semaines. C'est fait, tout le monde a les mêmes positions, tout le monde est super chargé, personne n'a agrandi la porte de sortie de secours avec de l'effet de levier, ce qui fait qu'à un moment donné, dès qu'il y a quelques petits appels de marge, etc., tout de suite, ça se transforme en sell-off. Alors, c'est un gros mot, bien entendu, mais on a quand même des ventes qui sont très appuyées parce que vous avez besoin de débloquer les positions. Alors, pour l'instant, on voit qu'on a, entre guillemets, une résilience sur un secteur d'activité plus value, plus tangible, etc. Mais il ne faut pas oublier que si vous avez un sell-off plus appuyé sur les valeurs de croissance, certains fonds auront besoin de vendre même les positions qui sont propres, même les sociétés qui sont propres, pour pouvoir renflouer le reste. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer et penser qu'il y a toujours quelque chose qui résiste mieux que le reste. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je pars du principe pour moi que c'est du prorata, hein, c'est-à-dire on est en train de corriger une partie de la hausse, mais ne pas remettre en cause la tendance haussière à ce stade. C'est ça qui est vraiment important. Mais ce qui est important de comprendre également, c'est que quand on dit ne pas remettre en cause la tendance haussière, c'était ce que je pense que je vous avais dit le week-end dernier ou sur l'académie, je ne sais plus, c'est qu'il faut accepter éventuellement que le marché se prend 10 ou 15% dans la figure. Ça, c'est du prorata. On ne sait pas s'il les prend en ligne droite ou s'il fait un petit peu en plusieurs étapes, évidemment, ou s'il les prend tout court. Mais c'est-à-dire, il faut être préparé à un moment donné à se dire, si le marché perd 10 ou 15%, il ne remet pas en cause sa tendance haussière de fond, hein, de long terme, mais est-ce que moi, je suis capable de tenir mes positions, même si j'ai une mentalité long terme, dans ces conditions-là? Parce que n'oublions pas que depuis 2 ans, le marché n'est quasiment pas volatile, et donc les gens ne sont pas habitués, on a été mal habitués à croire que le marché boursier, c'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années, et non. La normalité, c'est plus le yo-yo, les constructions, la volatilité, ça c'est plus la normalité du marché. Les phases de tendance, justement, les phases où vous avez de la complaisance, les phases où vous avez les banques centrales qui sont en soutien et qui permettent donc au spread des crédits d'être très restreint et donc qui permettent en fait d'insuffler toujours des achats et toujours en fait un flux moteur, ça c'est plus la rareté. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'idée, bien entendu, c'est de se dire, on ne joue pas au héros, il y a quelques positions qui vont être intéressantes, il y a des dossiers qui reviennent sur des prix intéressants, si on est fondamentaliste, long terme, etc. Mais je pars du principe qu'il faut faire attention toujours à cette histoire de contrepartie, cette histoire de flux, cette histoire de volatilité, et ne jamais penser qu'un titre est vraiment pas cher et que du coup il ne peut pas devenir moins cher. Justement, essayer de profiter de ces excès-là du marché. Est-ce qu'on aura un excès ou pas? C'est la question. En tout cas, ce que l'on a eu cette semaine, c'est très intéressant pour moi,
c'est que vous le voyez, on a eu en gros 5 séances où on n'a rien fait. On a fait du zigzag comme ça, mais en gros, sur la semaine, alors on est quasiment flat sur la semaine globalement, mais ce qu'il faut retenir, et ce qui est pour moi le plus important, c'est que sur un marché fort, haussier, qui avait un momentum monstrueux avec une illusion des indices, bien entendu, puisque c'est essentiellement les grosses pondérations qui montaient, la correction, et on en avait parlé, ce manque de souffle sur le marché, parce que vous aviez une majorité de titres qui étaient déjà en correction, alors qu'une minorité de titres, mais qui étaient les plus pondérés dans les indices, étaient eux toujours dans leur effet momentum, et ça, évidemment, à un moment donné ou à un autre, c'est ça qui vous crée la volatilité. Donc, on y est en plein. Le CAC 40 est quand même plus ou moins résilient. Il faut dire que le luxe l'aide pour l'instant. Mais pour autant, on est dans l'incapacité de rebondir. Et c'est ça qui est à noter cette semaine. C'est ça qui est pour moi le plus intéressant. Et c'est ça qui pousse à ne pas jouer au héros et faire attention et rester défensif. C'est que malgré la baisse, malgré tout le rouleau compresseur qu'on avait eu de ça peut pas baisser, c'est le rallye de Noël qui commence déjà, etc., on a été dans l'incapacité de vraiment rebondir, et vous voyez le gap, on n'a même pas été capable de remonter jusqu'à la moitié du gap, et de refermer au moins une partie ou la moitié du gap. Donc ça pour moi c'est un signal de faiblesse, mais pas un signal de retournement baissier du marché, c'est trop tôt pour le dire. On a encore de nombreux supports, comme vous le voyez j'ai beaucoup d'obliques, je ne sais pas laquelle sera vraiment pertinente pour le marché, donc je les laisse là, et quand le marché me prouvera qu'il y en a une qui est vraiment pertinente pour le moyen terme, je parle, je gommerai le reste et on se concentrera là-dessus. Pour l'instant, on voit qu'on a une oblique qui va être sur la zone des 6670 points, qui peut éventuellement être un nouveau point d'impact lundi par exemple, et tenter de rebondir, mais globalement, tant qu'on ne repassera pas au-dessus de cette oblique qui se situera lundi certainement au niveau des 6860 points, tant qu'on ne casse pas ça au minimum par le haut, on ne redevient pas à minima en mode espoir de pouvoir relancer la chose. Donc là, je resterai pour moi encore prudent. C'est pas la fin des haricots, c'est pas encore le moment de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, clairement. C'est le moment de suivre vos plans, tout simplement. C'est-à-dire que si on atteint votre stop, eh ben on atteint votre stop. Le but, c'est voilà, vous récupérez du cash et on verra quand on aura des signaux un petit peu plus probants pour éventuellement re-rentrer sur le marché. Là, le risque, évidemment, c'est que tant qu'on ne repasse pas les 6860, ça reste quand même très faiblard. Il faudra voir, on a eu, pour l'instant, on tient les 6730, mais vu la tronche des indices US, à moins qu'ils fassent vraiment une belle mèche basse d'ici la soirée, et on verra ce que le week-end, si on décide de se faire peur sur le Covid ou pas encore, on verra ce que ça joue, mais l'idée pour moi c'est 6670, 6680, si on lâche ça, il y a fort à parier que le marché reviendra chercher sa moyenne mobile 200 et une des obliques, alors j'en ai plusieurs, mais en gros voilà, travailler globalement, on le voit, hein, une zone entre les 6450, 6500 points, ça serait pour moi la zone. Alors on peut en excès aller chercher 6350, mais en gros c'est cette zone-là qui va vraiment m'intéresser pour entrer un peu plus lourd en mode je tente des rebonds techniques. Là, je suis rentré surtout sur des titres pour moi qui sont plus en aspect value, qui avaient une consonance un peu plus défensive, mais avec des tailles de position assez restreintes. On verra. Si jamais on revient en mode excès, hein, c'est-à-dire vraiment en mode je panique, c'est-à-dire je pète les 6650, 6660 et je vais chercher très rapidement cette zone des 6005, 6004, c'est là où je charge. Si on y va doucement, etc., je laisse faire les configurations et j'attends d'avoir des congestions pour rentrer. Ça nous mènera à l'année prochaine où de toute manière je veux changer un petit peu ma taille de capital pour justement pouvoir avoir cette capacité de rester détaché face au marché qui devient plus volatile et d'avoir donc du coup un capital plus restreint sur mon portefeuille dynamique, ce qui me permettra, je l'espère, de laisser les émotions au placard. Parce que quand la volatilité reprend, c'est là qu'on se rend compte qu'on prenait beaucoup plus de risques que ce qu'on avait. C'est encore une vidéo, il y avait eu quelques critiques, etc. Mais c'est pour moi vraiment important de le répéter. Attention à l'effet momentum, attention à cet effet rouleau compresseur qu'on vous vend, etc. À un moment donné ou à un autre, il faut savoir
que vous participez à un phénomène de foule, et il n'y a rien de mal, c'est comme ça qu'on gagne hein, en bourse, mais il faut savoir qu'on y participe. Et qu'à un moment donné ou à un autre, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la récré, et qu'à ce moment-là, il vaut mieux avoir été préparé et être toujours en train de danser, mais à proximité d'une chaise. Donc là, l'idée pour moi, c'est qu'on reste dans cette congestion. Si on lâche par le bas, attention à l'effet panique. Tant qu'on lâche pas par le bas, on peut encore continuer de gesticuler, mais voilà, on est sur du moyen moins à ce stade-là. C'est pas des niveaux sur lesquels j'ai envie de prendre du risque et de jouer au héros. Au niveau du Nasdaq, on va retrouver donc une attaque. Hein. On était dans cette figure ici en triangle qu'on avait breaké, donc faux breakout, et ensuite on était venu chercher le support quand on avait eu peur du Covid, puis on s'était dit tiens finalement avoir de l'attaque c'est plutôt pas mal, mais on était revenu sur ces niveaux de résistance. Et là l'idée pour moi c'est que ça commençait déjà à sentir le grossi, et là on a fini par breaker, on a fait les pullbacks hier. Et aujourd'hui, donc, on est venu rattaquer la moyenne mobile 50, qu'on a un petit peu pénétré, mais pour l'instant, on est en train de la tenir. On reste dans des marchés haussiers, donc il faut se dire que les niveaux de support, globalement, vont quand même attirer des acheteurs, sauf mauvaise nouvelle, etc. Et donc, il faut s'attendre à ce genre de zigzag. Mais ce qui, pour moi, est le plus important, c'est justement de voir ces zigzags-là, de voir les rebonds, de voir la force des rebonds. Et la force des rebonds, cette semaine, ils étaient très faibles. Très très faible, donc ça prouvait toute la faiblesse et la méfiance qu'il fallait avoir. Maintenant pour moi c'est quelque part un petit peu balle au centre, c'est-à-dire mon objectif principal est atteint, j'en ai un autre qui est aux alentours des 15 500, 15 450, hein, c'est cette zone-là qui va m'intéresser vraiment en support pivot, sur laquelle je pense que quand même il y aura quelques acheteurs qui sortiront du bois, et de là il faudra voir un petit peu comment on nourrit le suite. Même chose, si on veut jeter le bébé avec l'eau du bain, on casse ces niveaux-là. Et alors là, éventuellement, on va chercher 14 500 points. Mais ça, voilà, c'est du moyen terme. Je ne sais pas si on va y aller d'un coup ou si on va construire. Ça, c'est la problématique de la volatilité. Si le marché veut rentrer vraiment, je vous l'ai dit, en problématique, ma porte de sortie de secours est trop étroite et je suis obligé de larguer parce que j'ai pas de choix, j'ai des appels de marge. Et c'est l'effet boule de neige, parce que là, pour l'instant, vous en avez un paquet qui peuvent encore tenir, mais si ça commence à lâcher, ben, ils vont plus pouvoir tenir non plus, ils vont devoir lâcher, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des phénomènes de marché, donc il faut avoir conscience, il faut s'en méfier. Ça ne veut pas dire que ça va se dérouler comme ça maintenant. Moi, je réagis un petit peu séance après séance, et je regarde un petit peu comment sont les marchés. Là, pour l'instant, on est venu chercher un support que je trouve assez important. Si ce n'est pas suffisant, j'ai toujours cette zone, en gros, des 15 004 pour moi qui est assez pivot. Si on commence à lâcher cette zone-là, vous le voyez, il y a encore une oblique. Bref, on est dans un marché haussier, il y a beaucoup de supports potentiels. Mais le tout, c'est pas jouer aux devinettes et d'attendre de voir vraiment là où le marché veut aller. On ne joue pas au héros. Et honnêtement, là, le Nasdaq, heureusement que vous avez les GAFAM qui prennent pas un tir, on va même pas dire qu'elles prennent un tir, elles consolident entre guillemets. Et si vous regardez le reste de la cote hors GAFAM, là par contre c'est beaucoup plus sanglant et ça fait beaucoup plus mal. Donc on voit quand même la résilience des valeurs momentum qui sont les premières en gros où les acheteurs ressortent du bois, même si quelques-unes peuvent corriger quand même de manière forte, mais également au prorata de la hausse. N'oublions pas qu'il y a un mois, enfin 2 mois maintenant, on était à 14 500, qu'on a gagné 2000 points en ligne droite et que pour l'instant on a perdu 1000. Donc globalement, on est sur 50% de retracement, ce qui est quelque chose qui est pour l'instant honnête et qui ne doit pas faire jeter le bébé avec l'eau du bain. Il va falloir maintenant regarder un petit peu séance après séance. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment important à regarder sur ces moments-là. Je pars du principe qu'il y aura des acheteurs et ce que je veux vraiment voir, c'est la force du rebond. Ça m'en dira beaucoup plus derrière sur ce que je dois mettre en place pour la suite. Mais derrière, je ne joue pas aux grosses devinettes en vous disant « ça y est, c'est le point de départ du crack ». Parce que d'une part, ça sert à rien. Et les mecs qui vous disent ça, en règle générale, ils ne le jouent pas. Parce que s'ils le jouaient, ça fait 20 ans qu'ils le disent. Et s'ils avaient joué, ils seraient ruinés déjà depuis belle lurette. Donc voilà, il faut faire attention par rapport à ces divinations et procéder étape par étape.
Voilà, ce qui m'intéresse également, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc les taux. On en avait parlé ces différents week-ends. Ce que je vous avais expliqué, c'est qu'il faudra faire attention le jour où on casse et on détend les taux, c'est-à-dire on casse cette obligation, les prix des obligations cassent par le haut, c'est-à-dire que les taux se détendent. Donc globalement, on n'est pas en mode mon Dieu, j'ai peur de l'inflation. Oui, l'inflation est là, mais il y a le Covid qui vient se rajouter par-dessus. Donc on verra si le Covid s'estompe ensuite, si on a vraiment un revirement de situation au niveau des taux. Je pars du principe que, en effet, c'est vraiment si les taux remontent fortement et si le dollar continue de se renforcer, que là, on a une situation qui peut être en mode je jette le bébé avec l'eau du bain, je fais attention. Mais pour autant, vous avez l'autre situation, on avait parlé que tant qu'on gesticulait là-dedans, c'était un petit peu le sweet spot pour les marchés, mais par contre l'autre, c'est les taux se détendent. Et évidemment, on vous a martelé dans le crâne, si les taux se détendent, c'est bon pour les valorisations des valeurs de croissance, sauf que je vous avais dit, si les taux se détendent cette fois-ci, ça sera mauvais, ça voudra dire que le marché, au-delà de s'inquiéter pour l'inflation, s'inquiète surtout pour la croissance. Et une valeur de croissance que l'on valorise sur la base de son chiffre d'affaires et pas sur ses profits, parce qu'il n'y en a pas, dans un monde où on a peur justement que les anticipations de croissance qu'on avait eues vont être un petit peu tronquées parce que le Covid est toujours là, l'inflation n'est pas transitoire, donc il y a toujours des pénuries, des trucs, des machins, là, le marché réajuste et souvent très violemment. Parce que vous avez les appels de marge, les effets de levier, etc. Donc ça, pour moi, je ne le vois pas comme un très bon signe, mais c'est un signe de correction. Ce n'est pas un signe de « je prends les jambes à mon cou et je me casse ». Okay, donc ça, il va falloir attendre de voir pour l'instant. Tant que les taux se détendent, pour moi, on reste en mode correctif sur les valeurs de croissance. Dès que les taux se tendent un petit peu plus, mais restent dans cette zone de sweet spot, ça sera le moment d'un petit peu rebondir sur les valeurs de croissance et de jouer la temporisation. Si le Covid s'en va, on verra dans un mois peut-être, ainsi de suite, et on retend les taux, là le marché nous envoie un signal fort qu'il est en train de rejouer l'inflation comme un fou. Et évidemment, c'est pas bon non plus pour les valeurs de croissance, puisqu'on a une augmentation des taux et donc on remet en doute l'actualisation des différents profits. Mais là, ça sera, à mon avis, beaucoup plus grave, entre guillemets, parce que je pars du principe que les banques centrales également, les gouvernements, les boîtes endettées, etc., on peut se permettre de remonter un petit peu les taux, bien entendu, mais la marge de manœuvre des banques centrales, et vis-à-vis des entreprises, etc., et vis-à-vis de l'économie, est très très fine. C'est pour ça que quand on joue à se faire peur en mode tapering, en mode remonter les taux, oui, ça va être moins accommodant, mais on est obligé de rester très accommodant, parce qu'il n'y a pas le choix, tout simplement. Vous avez fait une vidéo, on est en mode sortie de Seconde Guerre mondiale, on a besoin de garder des taux réels négatifs pour continuer de financer les investissements. Tout en se maintenant une inflation, tout le monde a peur de l'inflation, mais les banques centrales doivent maintenir une certaine inflation, alors pas trop haute évidemment, mais pas trop basse non plus, pour que le modèle fonctionne. Investissement, endettement, mais tout ça est soutenable grâce à des taux qui restent bas et à de l'inflation qui vient rogner tout ce petit monde. Donc ça, on verra, les banques centrales jouent un petit peu à l'équilibriste. Là, ils jouent sur le vocabulaire, transitoire, on s'est planté, etc. Mais moi, je continue de penser que transitoire, c'est le bon mot, c'est juste qu'il faut y apporter la bonne définition. Et il aurait fallu... Ils font du speech tous les 2 jours. La vraie com, ça serait d'expliquer la transition, le transitoire. Parce que tout le monde a entremêlé transitoire et temporaire, et c'est ça l'erreur. Et c'est là où ça attaque la crédibilité de la Fed notamment. Et par rapport à la Banque Centrale Européenne, on voit qu'eux, ils ne bougent pas. Pour l'instant, c'est toujours transitoire, etc. Et je pense que c'est la réalité si on a une vision à 1 an, 2 ans. Si on a une vision à 5 ans, on peut évidemment dire le scénario reste inflationniste. Mais c'est là où il faut bien comprendre le cycle et la sinusoïdale qu'on va avoir dans les années à venir. Allez, je passe en revue le Brent. Le Brent, là aussi, c'est fantastique. Vous avez la Chine et les US, évidemment, pour contenter le consommateur qui avait puisé dans leurs réserves stratégiques, le pétrole n'avait pas baissé. Vous avez l'OPEC qui a décidé également d'augmenter la production, certainement sur un petit coup de pression de Biden, évidemment.
le pétrole remonte. Donc, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la benne, c'est le Covid, c'est la peur sur la croissance. Et que cette remontée ici, au-delà des faits macroéconomiques, c'est du rebond technique à ce stade-là. Donc là aussi, ce qu'il faut bien se dire, et on en avait parlé, un monde où le pétrole est trop cher, c'est pas bon. Ça fait caler la croissance, ça fait dépenser de l'argent aux consommateurs qui ne dépensent pas pour autre chose. Et ça, c'est pas bon dans un monde où on est endetté, dans un monde où on essaye de relancer l'investissement, etc. Donc, on ne veut pas d'un pétrole trop cher. Mais on ne veut pas d'un pétrole pas suffisamment cher non plus, puisque il faut quand même financer nos endettements, etc., les pays producteurs, etc. Donc on est dans ce monde-là, on en avait pu parler, où à l'époque j'avais dit 60$, c'est le prix qui contente tout le monde. Et donc il faut certainement s'attendre à un prix qui va continuer d'osciller dans cette zone-là. Alors, depuis, on a fait une poussée supplémentaire et on voit qu'éventuellement, c'est plutôt cette zone aux alentours des 70$ qui va peut-être contenter tout le monde. Ce qu'il faut se dire, évidemment, c'est que aussi on fait une baisse au prorata de la hausse que nous avions connue, ne l'omettons pas, que la tendance haussière demeure, que l'on reste au-dessus d'une oblique haussière, donc la tendance de fond demeure haussière. On a fait une grosse baisse au prorata de la hausse que nous avions connue, qui ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, et donc on va faire du rebond technique et du zigzag, et donc on rentre dans une espèce de neutralité, de neutralisation, on le voit entre ces 65$ et 80$, je vais dire. Si on passe en dessous des 65$, et on ira chercher les 60$, et ça sera vraiment le dernier rempart pour éviter de là, en effet, retourner à la baisse le marché, mais j'en doute, honnêtement. Et à contrario, pour relancer la tendance haussière et rejouer un petit peu à se faire peur sur l'impact économique que la cherté du pétrole peut avoir, c'est donc repasser au-dessus des 80$. Tant que vous restez entre les deux, c'est un endroit où vous pouvez avoir pas mal de volatilité, mais c'est une neutralisation qui clairement va convenir à tout le monde, je pense. On continue. Ce que je trouve très intéressant également, c'est au niveau de l'or et de l'argent. On avait déjà eu le coup avec Brainard, la non-élection de Brainard. Brainard était vu comme apparemment beaucoup plus dovish que Powell, et d'ailleurs Powell l'a prouvé puisqu'il a parlé d'être beaucoup plus hawkish, donc c'est-à-dire de commencer à serrer un petit peu la vis, mais il faut faire attention, le serrage de vis, c'est doucement, hein. Donc c'est ça aussi qui est important de regarder, et de ne pas crier et de dire avec les gens qui vont don't fight the Fed, etc. On reste dans des politiques très accommodantes et on va y rester pendant très longtemps. C'est juste que vous avez ces phénomènes techniques de marché également, d'effet de levier, donc ne pas sous-estimer la volatilité qui peut être créée. Sinon, ce que l'on a sur l'or globalement, c'est de la pure neutralité, hein. On est flat, c'est neutre, vous le voyez. Donc on ne joue pas de scénario inflationniste, on ne joue pas de hedge, globalement il n'y a rien. Par contre, quand on regarde les minières, alors pas toutes, hein, mais il y a quelques minières qui sont beaucoup plus résilientes que d'autres. Pourquoi pas à regarder, mais à ce stade-là, il n'y a pas, sur le sous-jacent, et on le voit sur l'argent également, on ne joue pas ce type de scénario, mais pas du tout. Sur l'argent, maintenant, on peut tracer une nouvelle oblique, et en gros, tant que vous ne cassez pas cette oblique par le haut, il n'y a pas de retour haussier de l'argent à long terme, et donc il n'y a pas de retour globalement, oh mon Dieu, j'ai peur de l'inflation, il faut que j'aille chercher les métaux précieux pour me protéger, parce que même les actions ne me protégeront pas suffisamment, blablabla. Blablabla. Pour l'instant, on n'est pas encore là, et le marché reste quand même très orienté à action, et par contre, il est très sélectif sur les classes. Voilà un petit peu ce qui était important. Ce qui est important de se rappeler également, c'est les semi-conducteurs, qui ont donc bien entendu bien insufflé la hausse des valeurs de croissance avec l'effet momentum. Voilà, là, on est encore dans la congestion, on n'a pas breaké, contrairement au Nasdaq. Mais voilà, l'idée c'est qu'on est quand même très fragile, que les probabilités de casser par le haut, c'est quand même en termes de potentiel risque-gain, c'est pas trop là, hein, c'est pas trop là où je le tenterai. Donc l'idée c'est voilà, c'est qu'on peut éventuellement casser par le bas, consolider et venir chercher un petit peu plus bas. Ça serait l'idée d'une correction saine sur les semi-conducteurs.
N'oublions pas qu'on est à la fin de l'année, que les gérants ont également besoin de faire leur window dressings, de conserver leur plus-value pour faire une jolie brochette, une jolie brochette pour les clients qui sont encore, on l'a vu, avec beaucoup de cash, qui ont encore cet effet richesse, c'est pour ça que l'inflation se maintient, hein, et qui vont vouloir placer leur argent. En fin d'année, en règle générale, c'est le moment. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse dans les mouvements. Mais voilà, sur l'idée là, les semi-conducteurs, ce que l'on voit, c'est que ça tient toujours. Vous avez cet effet momentum, vous avez ces tendances qui sont toujours haussières. Donc même si ça devait se prendre une benne, si vous voulez tenter des rebonds, tentez-les sur des actions qui sont toujours dans des tendances haussières fortes, qui ont eu des tendances haussières fortes, parce que c'est là-dessus que le marché tentera de revenir en se disant c'est une opportunité, les prix ont bien baissé, j'avais pas pu rentrer avant, c'est une opportunité, je rentre maintenant. Donc voilà, c'est là-dessus en priorité qu'on pourra jouer les rebonds. Sinon, en attendant, il faut faire attention parce que c'est là-dessus où vous pouvez avoir les effets de levier, les portes de sortie de secours, les manques de contrepartie qui créent la volatilité. Alors là, ça reste un indice, bien entendu, donc c'est dilué, mais ne sous-estimez pas ce type de volatilité qui peut encore advenir. Donc pour l'instant, on reste dans la figure, mais pour moi, ça fait partie des choses où les valeurs de croissance, je serai un petit peu plus prudent sur la suite, tout du moins, parce que je verrai bien un prorata se mettre en place sans pour autant en mettre en cause la tendance haussière. Hein, c'est ça qui est important de retenir. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour. On va regarder l'euro-dollar. Pour moi, l'euro-dollar aussi, il y a des choses qui sont assez importantes sur l'euro-dollar. C'est qu'à ce stade-là, donc on a un rebond au prorata de la baisse. Là aussi, c'est important de bien discuter des horizons. C'est le plus important en ce moment. Si on ne veut pas se faire balader, c'est de bien comprendre les horizons, les différentes approches et ce qu'on peut penser du marché pour le court terme, ce qu'on peut en penser sur le moyen terme et ce qu'on peut toujours en penser sur le long terme, peu importe ce qui se passe à court terme, moyen terme. Donc là, l'idée, c'est que pour moi, on reste encore pour le long terme dans un marché de type où le dollar reste faible. Pour autant, il a corrigé. Il avait bien poussé ici, il a corrigé et à moyen terme, il est donc neutre. Et à court terme, on est bien entendu haussier sur le dollar, donc baissier sur l'euro. Donc le dollar reste fort, mais on le voit dernièrement, il y a eu avec le Covid, donc justement un petit retour sur l'euro, mais je le détacherai de tout aspect macroéconomique, je l'attacherai uniquement sur des éléments techniques, c'est-à-dire que quand vous avez un sell-off comme ça, c'est normal à un moment donné d'avoir un rebond technique au prorata. Là où on remettra sur la table la faiblesse du dollar, c'est uniquement si on commence par faire un petit truc comme ça et venir casser cette zone à nouveau des 1,15, 1,16. Tant qu'on ne fait pas ça, on peut en effet faire ce rebond un petit peu plus fort, un petit peu plus durable, mais qui ne remet pas en cause la force court terme du dollar. A contrario, on peut rester dans la tendance de fond court terme, on reste en journalier ici, et donc pour l'instant ne pas casser les résistances, refaire un coup de force du dollar qui revient chercher à nouveau les zones des 1,11, etc. Voilà, là par contre, là où je ferai très attention, c'est le jour où les taux remontent, et donc on joue vraiment le côté inflationniste, et parce que les taux remontent fort, on parle de taux qui remontent fort sur les US, ça vous crée un décalage de taux qui existe déjà, mais un encore plus gros décalage de taux entre l'euro par exemple et le dollar si on prend, et donc une fuite des capitaux pour aller chercher du dollar. Et donc là, le dollar se renforcerait, et ça, je le verrai d'un mauvais œil pour les marchés. Alors, il y a des supports encore, bien entendu, et si vous regardez évidemment en mensuel, ce que l'on constate, c'est qu'en gros, ça fait 8 ans qu'on est dans une espèce de neutralité en triangle symétrique. Donc en gros, on gesticule entre les deux, mais tant que vous ne cassez pas d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de gros mouvement long terme pour parler de faiblesse du dollar ou pour parler de force du dollar. On reste dans ce yo-yo et dans une certaine neutralisation. Donc ça c'est important, voilà, d'avoir cette capacité, surtout en ce moment, quand vous avez l'impression que c'est très volatile,
d'aller dézoomer sur de l'hebdomadaire, du mensuel, et de vous dire, ok, très bien, c'est baissier à court terme. Mais si je suis long terme, est-ce que ma tendance long terme est toujours active? Est-ce que ma taille de position, je suis capable de tenir encore plus de volatilité? C'est ça les vraies questions. Parce que la problématique, c'est que sur ce que j'ai vu sur les 2 dernières années, c'est que tout le monde est devenu fondamentaliste. C'est-à-dire, fondamentaliste, c'est super, c'est facile, la boîte, elle a de bons fondamentaux, j'achète, ça monte en ligne droite. Ouais, la problématique, c'est que vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé fin 2018. Des boîtes qui sont pas chères, vous pouvez en avoir, et elles peuvent continuer de ne pas être chères. Donc il y a des éléments de marché également qui sont importants, et il y a des questions de flux aussi. Et donc, si vous n'avez pas le bon timing, et si vous avez commencé la bourse ces 2 dernières années, vous avez l'impression que tout est facile. Vous avez acheté, ça montait, il y avait très peu de place au doute, il n'y avait pas énormément de volatilité non plus. Donc vous avez l'impression finalement que c'était entre guillemets facile. Si vous faites des petites capes, normalement vous êtes déjà revenu de cette idée que c'était facile, ça fait déjà au moins 6 mois. Mais si vous faites essentiellement des grosses capes et des valeurs momentum, vous êtes dans l'illusion des indices. Donc pour vous, et si vous faites du tracker, c'est la même chose. Donc pour vous, je veux dire, c'était en mode rouleau compresseur et c'était facile. Mais il ne faut pas sous-estimer cette volatilité parce que c'est quand la volatilité se déclenche que vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas si diversifié que ça, que vous allez vous rendre compte que votre portefeuille, il n'était pas si protégé face à la volatilité que ça, et que finalement vos positions qui étaient long terme commencent un petit peu à vous faire saigner, et que donc mentalement vous n'étiez pas si long terme que ça. Et donc c'est là où on re-rentre, quand les marchés ne sont plus en tendance, à l'importance des fondamentaux, certes, mais du timing, et d'avoir cette capacité, d'avoir cette double, triple casquette avec la macro, de pouvoir prendre du recul nécessaire et de jouer avec tout ce qui est à votre disposition, et non pas seulement une partie ou une autre. Les fondamentaux, la macro, pour avoir l'idée d'ensemble, et derrière, le technique, pour avoir le timing, un timing qui est plus approprié à votre profil, à votre capacité de tenir des positions. Parce que sinon, ça veut dire, si vous êtes long terme, que vous devez avoir des tailles de position suffisamment faibles qui vous permettent d'encaisser des moins-values latentes de 30, 40, 50% sans broncher. C'est ça, hein, c'est ça le long terme. Si vous êtes rentré en bourse depuis 2 ans, c'est ça le long terme. Accepter des moins-values latentes qui peuvent être très importantes, et donc du coup tailler et diversifier votre portefeuille en conséquence, et avoir cette capacité d'avoir toujours des réserves de cash pour accumuler ensuite, plus tard, quand le marché vous donne raison, etc. C'est pour ça que pour moi, je ne sais pas faire. Pour moi, ce qui est important, c'est je rajoute. J'ai des titres, évidemment, que je considère comme des bons dossiers. J'ai des titres que je considère, tiens, ça m'intéresse pour pouvoir avoir ça à plus long terme. Mais j'ai un plan, même sur mes positions de long terme, parce qu'à un moment donné, le marché me dit que ce n'est pas le bon timing, je sors, ou je sors tout du moins une grosse partie, et je reste juste avec une petite taille de position, qui est ma position de base, autour de laquelle je vais trader, accumuler, renforcer, alléger, éventuellement en fonction et au gré du marché. Pour moi, c'est ma logique, c'est mon approche du marché, parce que je pense que très peu de personnes peuvent faire réellement du vrai long terme et accepter des moins-values latentes pendant des mois, voire des années. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont commencé la bourse ces 2 dernières années doivent comprendre cette réalité-là pour aujourd'hui définir leur profil. Parce que malheureusement, on se rend compte de son vrai profil et de ce qu'on est capable d'accepter ou pas que quand les marchés redeviennent volatiles et qu'on commence à se prendre sur des positions long terme d'ébène. Et ce n'est que là qu'on comprend que en fait, notre profil, il est peut-être pas si long terme que ça, ou s'il l'est, il nous faut rajouter cet aspect timing-là, parce qu'on n'est pas dans la capacité de pouvoir tenir des moins-values latentes. Je parle psychologiquement parlant. Voilà pour ce topo. Pas d'action cette semaine. J'avais prévu d'en faire en début de vidéo, mais je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Ce qui est important pour moi, qu'il y ait un rebond ou qu'il n'y ait pas de rebond, qu'on relance la hausse dès la semaine prochaine en mode tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vraiment cadrer les choses pour que vous soyez serein. Peu importe ce qui se passe sur le marché, l'objectif
qu'on soit investisseur ou qu'on soit trader, c'est de rester serein. Si vous n'êtes pas serein, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et donc ce week-end, c'est le moment de travailler sur ça, travailler sur votre profil, travailler sur votre niveau de stress, c'est-à-dire si le marché fait ça, dans le scénario du pire, entre guillemets, est-ce que je suis réellement toujours long terme sur ces positions? Ou quel est mon niveau sur lequel je dis je coupe, tant pis, quitte à revenir plus tard sur un nouveau signal? Et c'est ça que vous devez définir, parce que le but c'est de ne pas jouer au héros, le but c'est de ne pas entamer le capital, le but justement c'est dans ces périodes de baisse, de ne pas jouer aux devinettes, de ne pas jouer au plus malin, et de se dire, certes mon marché est haussier et donc va certainement rebondir sur un certain nombre de supports, etc. Mais ce n'est pas le moment de me surexposer potentiellement, et donc de voir venir. Potentiellement oui, on loupe une relance, des trucs un peu plus juteux, etc. Mais ce qui est parfois plus important, c'est de sauvegarder son capital, parce que lorsque les choses seront plus claires, lorsqu'on aura plus de visibilité, et ben là on pourra être agressif à nouveau, et on aura sauvegardé une bonne partie de son capital, ce qui permettra de démultiplier les gains. Parce que si vous entamez votre capital, pour revenir, eh ben, il vous faudra en effet profiter d'un marché en essor, mais vous gagnerez moins puisque vous aurez moins de capital à la base. Et donc le pourcentage, évidemment, en valeur sera moindre. Donc pour moi, la clé, c'est ça. C'est un investisseur, gagner quand le marché monte, tout le monde peut le faire. Ce qui fait la différence, et ce qui fera la différence dans vos performances, et même quand vous me dites j'ai gagné moins que ce que le marché est monté, c'est pas important. Ce qui fera réellement la différence à long terme, c'est votre capacité à perdre moins, voire à ne pas perdre lorsque les marchés baissent. C'est ça qui fait toute la différence, la capacité de conserver son capital, parce que après, même si vous gagnez moins que ce que fait le marché, vous avez quand même un capital qui a été maintenu important, et donc vous êtes capable de réinvestir ce capital-là, et même si vous gagnez 5% au lieu de 7% du marché, c'est 5% sur un capital beaucoup plus important que si vous aviez laissé, entre guillemets, votre capital se faire torcher comme le marché. Et donc là, oui, peut-être que vous allez gagner 7%, mais vous gagnez 7% sur une somme qui est bien moindre que si vous avez réussi à sauvegarder votre capital pendant les mouvements de baisse. Et là, croyez-moi, c'est à long terme, et pour moi, c'est comme ça que ma performance se fait également. C'est dans ma capacité à chaque fois à perdre moins que le marché quand le marché pomme. Et sur un an, peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais sur 10 ans, la différence de performance est énorme. Et ça, voilà, c'était ce week-end, pas d'action, je suis désolé, mais c'est là-dessus vraiment que je voulais appuyer. Et si ça doit faire résonance et si ça doit faire déclic, voilà, ça sera juste le mieux pour cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de mettre des pouces, de la partager également du coup avec d'autres investisseurs, que ça pourra aider peut-être pour créer le déclic, prendre ce recul nécessaire, définir votre profil avant que le marché le définisse pour vous. C'est ça qui est vraiment important. Et j'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire comme d'habitude. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous et à lundi pour la suite des événements ensemble. Salut les graphes.